This episode is brought to you by Netflix. Most Valuable Promotions and Netflix are hosting a blockbuster triple headliner Saturday, May 16th. Ronda Rousey returns to face fellow women's MMA pioneer Gina Carano in the main event. Plus co-mains Nate Diaz versus Mike Perry. And the best heavyweight in the world, Francis Ngannou versus Felipe Lins. Watch Ronda Rousey versus Gina Carano, live only on Netflix. Saturday, May 16th at 9 p.m. Eastern Standard Time, 6 p.m. Pacific Time. Go further with the American Express Business Gold Card. Earn 3 times membership rewards points on flights and prepaid hotels when you book through AmexTravel.com. Whether your destination is a business conference or a client meeting, your purchases will help you earn more points for future trips. Experience more on your travels with Amex Business Gold. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-gold. Amex Business Gold Card. Built for business by American Express. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la 6e étape du Giro. Une étape qui sera très différente de celle d'hier, elle est déjà assez courte, 141 km. Et puis elle est quasiment plate, il y a seulement un petit col de 4e catégorie. Le Cava de Tirreni, 6 km 500 à 3% de moyenne en début d'étape au kilomètre 40. Ensuite tout plat, voilà, le sprint intermédiaire, le sprint Red Bull. Ce sera un petit peu les seuls points d'intérêt. Avant l'arrivée, par contre, qui se fera à Naples, qui se fera en légère montée, 5% de moyenne sur les 500 derniers mètres, et surtout sur des pavés. Donc, ça sera un sprint. Aujourd'hui, c'est sûr, mais voilà, un sprint un petit peu particulier, au moins dans le final, avec ces pavés et cette montée. Un sprint au profil qui semble correspondre parfaitement à Paul Magnier. Il est en général un petit peu plus fort sur les sprints en montée, mais on a vu que sur les sprints à plat, il était déjà très très bon. Donc, c'est lui le favori aujourd'hui. C'est même pas Jonathan Milan, c'est Paul Magnier. Mais les autres sprinteurs voudront tenter enfin de battre le français, Milan donc, mais aussi Dylan Groenewegen, mais aussi Corbin Strong et Ethan Vernon pour la NSN, Tobias Lund Andresen pour la Décathlon. C'est un final qui pourrait aussi quand même pas mal lui aller. On a malheureusement perdu Caden Groves et Arnaud Delis qui ne seront pas là aujourd'hui, alors que c'était une arrivée qui aurait pu aussi leur convenir. On suivra Orlowi Salah, Ben Turner, Casper Van Hunden, Giovanni Lonardi, Luca Mozzato et Alain Bligra, Davide Ballerini. Il y a du monde aujourd'hui, c'est une étape pour sprinter. Et c'est une étape qui, je pense, devrait être très tranquille. Je me demande même si on va avoir une échappée, parce que hier, c'était usant, c'était dur. Mais demain, c'est pire. Demain, c'est vraiment l'étape la plus dure. 244 km, c'est demain avec la montée du Blockhouse. Donc, il est possible qu'on y aille mollo aujourd'hui. Il y a au classement de la montagne très peu de choses à aller chercher. Très peu d'espoir d'aller chercher la victoire d'étape, de surprendre les trains de sprinters. Donc voilà, aujourd'hui, étape de transition avec une possibilité assez forte, je dirais, d'une absence totale de suspense, voire d'intérêt au fil de la journée. Là. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. On va arriver au kilomètre 0 là, dans quelques instants, et on va très vite savoir s'il y a des courageux ou non pour aller prendre une échappée qui sera perdue d'avance. On voit Diego Pablo Sevilla avec son maillot bleu de meilleur grimpeur immédiatement dans la voiture du directeur sportif. Ça veut dire qu'il a peut-être quand même envie d'y aller. Il y a des petits points à prendre au bout de 40 km au sommet de la seule difficulté du jour. C'est parti, le drapeau qui s'abat. Et Sevilla qui n'y va pas. C'est un petit peu ce que je craignais, ce que je supposais. Je pense que Sevilla, il était là pour suivre. Si quelqu'un attaquait, parce qu'il veut bien sûr ses points, mais il préfère les prendre au moment où le peloton y va. Pour l'instant, personne qui n'attaque. On a un coureur de la Bardiani qui remonte, mais non, qui lui non plus n'y va pas pour l'instant. Voilà, pas d'attaque dans ses premiers mètres. Et il est possible qu'il n'y en ait aucune dans les 141 km qui nous attendent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait Lennart Van Etvelt là? Il fait semblant d'attaquer, j'ai l'impression. Ouais, voilà, il fait une petite blague, Lennart Van Etvelt, qui se porte à l'avant, qui prend quelques mètres d'avance sur le peloton. Mais voilà, bon. Quand on a des coureurs qui se permettent de faire des blagues simplement pour faire marrer la galerie, en faisant semblant de prendre l'échappée, on se doute que ça va pas être l'étape la plus intense de la semaine. Et là, Van Etvelt, il a fait une petite accélération, mais maintenant, il attend que le peloton le reprenne. Il a un grand sourire, ça fait marrer les coureurs de la Tudor, les coureurs qui ont souffert hier et qui se disent qu'ils méritent bien un break. Et
On verra, mais ça sent bien une journée sans échapper aujourd'hui, comme ça arrive parfois sur les tours de 3 semaines. Hein, c'est long, il faut aussi parfois économiser les organismes. Je sens que ça sera le cas aujourd'hui. Malgré le rythme tranquille, là, on a une petite chute, une accrochage qui a pris les coureurs de Lidl Trek là, avec Milan, notamment avec Matteo Sobrero. On a aussi les coureurs de Lunovic qui sont tombés là, Johannes Kulset, Leknesund. Bon, ça va, ça a l'air d'aller, mais Milan, il met du temps à repartir. Il prend le temps voilà, de faire des réglages sur son vélo. On est parti depuis moins de 10 km. Hein. Le peloton va tout doucement, donc il n'aura aucun souci pour rentrer. Il n'a pas l'air non plus de s'être fait mal, parce que ça roulait doucement. Mais voilà, ce genre d'étape toute tranquille, ça ne veut pas dire qu'elles sont sans risque. C'est un premier avertissement. Et sur le final, qui aura lieu dans plusieurs heures, si le rythme aura été aussi tranquille jusqu'à la fin, tout le monde sera frais. Et quand tout le monde est frais et qu'on arrive au sprint, là aussi, le risque de chute sera très élevé. Attention donc, parce que parfois, ces journées de transition, elles peuvent avoir de graves conséquences. Même si on ne fait pas beaucoup d'efforts, une chute, et puis c'est fini. Il va peut-être se passer quelque chose finalement aujourd'hui, parce que l'Alpecin Première Tech, une équipe que j'ai l'impression de ne pas avoir citée une seule fois depuis le début de ce Giro, décide à se montrer. On a 2 coureurs là qui tentent de partir, ça c'est vrai que c'est un coup qu'ils aiment bien faire. On se souvient une fois Van Der Poel était parti sur le Tour de France en compagnie, c'était Edouard Plancart je crois bien. En tout cas là, c'est de nouveau Edouard Plancart qui va en compagnie de l'Italien Luca Vergalito. Et ces 2 coureurs là qui sont sortis, ils ont le sourire, mais c'est pas seulement pour la blague. Qui sont sortis, ils tentent un petit coup. On est parti depuis 10 km. On a des coureurs de la Bardiani là qui hésitent à y aller, à suivre ce mouvement. Mais non, finalement, ils y vont pas. Ils vont laisser ce duo de l'Alpecin peut-être creuser un peu. Là, c'est la mauvaise nouvelle pour Diego Pablo Sevilla. Par contre, il était plus vigilant, plus à l'avant. Il n'a pas suivi ce mouvement. Et c'est des petits points de la montagne qui peut-être vont lui échapper là. Allez, finalement, ça y est, un groupe qui tente de partir en compte pour rejoindre les 2 coureurs de l'Alpecin Première Tech. Voilà, les coureurs de la Bardiani, de la Polti Visit Malta. Normalement, c'est une étape pour eux aujourd'hui. C'est quand même pas normal qu'ils laissent une équipe de niveau World Tour leur voler la vedette là, de l'échappée. Ils sont partis en contre, on les a pas vraiment poursuivis. L'écart est pas grand, il y a 1 minute d'écart entre le peloton et les 2 hommes de tête. Donc ça peut se rattraper assez facilement, d'autant plus qu'on roule doucement. Hein. Les hommes à l'avant, ils n'essayent pas forcément de tout donner pour prendre un grand écart. Ils veulent justement garder un écart raisonnable et aussi conserver des forces pour permettre à certains coureurs de venir en contre. Et là, on a 2 coureurs de la Bardiani et un coureur de la Polti Visit Malta qui, eux, par contre, là, sont à fond et vont tenter de revenir le plus rapidement possible sur la tête de la course. On retrouve évidemment Manuele Tarozzi qui est là en compagnie de Martin Marcelluzzi, son équipier de la Bardiani. Et puis, c'est Mattia Baïs pour la Polti Visit Malta qui aussi a fait le jump pour revenir sur ces 2 coureurs de la Bardiani. Par contre, on n'a pas de Diego Pablo Sevilla. Assez intéressant, on se rapproche de la première difficulté, et la première et seule difficulté du jour. Difficulté facile, 3% de moyenne. Ça posera de soucis à personne. Mais voilà, 5 coureurs à l'avant. Bientôt, pour l'instant, ils sont encore 2 et 3, mais voilà, les 3 de derrière vont rapidement rentrer. Ça peut devenir un petit peu intéressant. En tout cas, ça forcera les équipes de sprinteurs à travailler à un moment donné. Il y aura 3 points à prendre au sommet du Cava des Tirreni. Probablement que c'est Manuele Tarozzi qui va aller les chercher. C'est le seul qui a déjà vraiment des points dans ce classement de la montagne parmi les 4 échappés. Parce que là, à l'instant, Edouard Plancart se relève. Edouard Plancart, il a dit, bon, c'était bien marrant, mais je m'en vais. J'ai mis Luca Vergalito dans l'échappée. Puis Edouard Plancart, en l'absence de Caden Groves, c'est désormais le sprinter numéro 1 dans cette équipe de l'Alpecin Première Tech. Donc voilà, il ne voulait pas non plus perdre des forces pour probablement tenter sa chance ensuite dans le final. 4 coureurs à l'avant donc, avec Tarozzi, Marcelluzzi, Baïs et Vergalito. 4 Italiens aujourd'hui dans cette étape du Giro dans l'échappée. Et non, tiens, c'est le coureur de la Polti Visit Malta qui fait l'attaque, Mattia Baïs, pour protéger peut-être un petit peu le maillot bleu de son équipier Diego Pablo Sevilla. Et ouais, et là il a surpris tout le monde. Mattia Baïs, il a immédiatement pris 50 mètres d'avance et va aller prendre les 3 points. Manuele Tarozzi qui va passer en 2e position devant son équipier pour prendre 2 points. C'est bien joué de la part de Mattia Baïs et de la Polti. Voilà, c'était le seul point de la montagne qu'il y avait à prendre aujourd'hui. Je pense que ça n'a aucune influence au final. Et puis, bon, ces hommes de tête, ils ont beau rouler un petit peu. Le peloton semble rouler tranquillement. Il n'y a pas vraiment une équipe encore qui s'est mise en tête du peloton pour rouler. Alors, l'écart qui est très faible, 34 secondes seulement d'avance. Alors qu'on est tout pile à 101 km de l'arrivée. Difficile d'imaginer cette échappée à l'au bout, même si parfois les échappées qui n'ont pas beaucoup d'avance, ça veut aussi dire qu'elles ont pas beaucoup forcé
Et dans le final, d'un seul coup, quand on veut les rattraper, on est à 30 secondes devant, mais on n'arrive pas à les rattraper parce que ils ont encore du jus, ils forcent. On verra ce qu'il en sera aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils ont du vent. Il y a du vent de face, donc ça va fatiguer aussi quand même les échappés. C'est aussi pour ça qu'ils ont du mal à vraiment creuser sur le peloton qui est mené par quelques coureurs de la Soudal Quick Step, mais voilà, sans non plus lancer une énorme poursuite. Et encore une chute là, dans un virage. Pourtant, je pense ça va doucement là. Il n'y a pas de raison de tomber. La route en plus a l'air quand même plutôt sèche, il ne pleut pas, mais là c'est tombé pour Nico Denz, notamment avec un équipier. Mais c'est lui, Nico Denz, qui a le plus de mal à repartir. Il a de s'être fait mal quand même, il est debout. Il est tombé assez lourdement dans un virage, il a glissé là de la roue. 2 autres coureurs sont tombés avec lui, aussi un coureur de la Movistar. C'est Nelson Oliveira notamment pour la Movistar qui est aussi tombé, mais lui il est reparti. Nico Denz s'est fait un petit peu plus mal, mais ça va repartir aussi. Attention, là c'est pas possible de faire des chutes dans une étape aussi tranquille. Il y a eu déjà plus de chutes aujourd'hui qu'hier, alors qu'hier c'était dangereux à tous les échelons. Mais voilà, du coup hier ils étaient concentrés, ils savaient que c'était dangereux. Là les coureurs sont un petit peu moins concentrés parce que c'est tranquille, et du coup on tombe, on s'accroche. Et la moindre chute peut être fatale. Une clavicule, ça casse facilement chez les cyclistes, donc il faut faire très attention. 67 km de l'arrivée désormais. Les 4 hommes de tête ont toujours 30 secondes d'avance seulement sur le peloton. On n'a vraiment rien laissé comme avance, c'est monté jusqu'à 50 secondes, tout juste la minute, mais voilà, pas plus, là c'est redescendu à 30 secondes. On a les 3 équipes habituelles derrière qui roulent, la Soudal Quick Step, la Lidl Trek et l'Unibet Rose Rockets, qui malgré son statut d'équipe invitée et de seconde division, se montre aux avant-postes. On a foi en Dylan Groenewegen, même si un sprint en montée sur des pavés, c'est pas forcément la spécialité de Groenewegen. Il préfère les gros sprints à plat. En tout cas, l'étape est tranquille, même si quand même il y a une échappée. C'est plus que je l'espérais, donc je suis content. On a quand même le temps de faire un focus sur un des 4 hommes à l'avant. Les 4 Italiens, Mattia Baïs, Manuele Tarozzi, Martin Marcelluzzi et Luca Vergalito. Et on va faire Luca Vergalito parce que c'était le premier attaquant du jour en compagnie d'Edouard Plancart. Les 3 autres l'ont rejoint après. Même s'il ne compte aucune victoire en carrière, Vergalito, qui a 28 ans, c'est donc pas un petit jeune, même si c'est en vérité un coureur qui débute puisqu'il a signé son premier contrat en 2023 au sein de l'équipe de développement de l'Alpecin de Koenig. Et l'année d'après, en 2024, il a rejoint la structure World Tour. Et donc voilà, ça fait seulement 4 ans qu'il est professionnel. Il a commencé vraiment sa carrière sur le tard, Luca Vergalito. Ce qui explique aussi pourquoi il ne compte aucune victoire en carrière. C'est la première fois qu'il participe au Giro, mais il a déjà fait 2 fois la Vuelta. 9e d'une étape en 2024 comme meilleur résultat. Il a aussi fait une fois Liège-Bastogne-Liège et 2 fois le Tour de Lombardie. 47e du Tour de Lombardie en 2025. C'est donc plutôt un grimpeur, Luca Vergalito. Et au sein de l'Alpecin Première Tech, qui est une équipe où il n'y a que des sprinteurs en gros, il a un petit peu un profil particulier de baroudeur, de preneur d'échappée. Mais aujourd'hui, de manière assez étonnante, il a choisi l'étape la plus plate pour prendre l'échappée, alors que ce n'est pas du tout à son avantage. Lui qui est très grand, mais plutôt léger. Et cette saison, il n'a fait que des courses par étapes pour le Tour. Il a fait l'UAE Tour, qu'il a terminé en 26e position. Le Tour de Catalogne, qu'il a terminé en 18e position. Le Tour du Pays Basque, où il a malheureusement dû abandonner. Et puis donc, cette fois-ci, le Giro. Étonnant qu'il ait choisi cette étape pour aller à l'avant, Luca Vergalito. Parce que, clairement, dès le début, on savait que l'échappée n'aurait aucune chance. Mais alors là, quand on voit l'écart qui ne fait qu'osciller autour des 30 secondes, on en est encore plus convaincu malgré tout. Voilà, Vergalito à l'avant avec ses 3 compatriotes italiens. Ce sont eux qui devraient passer en tête au sprint intermédiaire qui aura lieu dans une dizaine de kilomètres. Peut-être aussi le sprint Red Bull qui aura lieu 20 km encore plus tard. Mais à part ça, il n'y aura pas grand-chose à aller chercher pour les hommes à l'avant aujourd'hui. No one goes to Hank's for his spreadsheets. They go for a darn good pizza. Lately, though, the shop's been quiet, so Hank decides to bring back the $1 slice. He asks Copilot in Microsoft Excel to look at his sales and costs and help him see if he can afford it. Copilot shows Hank where the money's going and which little extras make the dollar slice work. Now Hank has a line out the door. Hank makes the pizza, Copilot handles the spreadsheets. Learn more at m365copilot.com/work. Les 4 échappés qui vont arriver au sprint intermédiaire. Il restera un petit point pour le peloton. Est-ce que Jonathan Milan, Paul Magnier vont se battre pour un petit point là ? J'en suis pas convaincu.
Est-ce qu'on va se battre aussi dans l'échappée pour prendre les points? C'est pas sûr non plus. Manuel Tarozzi, on l'a souvent vu passer en tête des sprints intermédiaires. Mais t'as vu que ce sera le cas encore ici. Pour l'instant, en tout cas, c'est bien lui qui mène avec Vergalito dans sa roue, Marcelluzzi en 3e position, Mattia Baïs en 4e position. Baïs, il semble aussi vouloir le faire. Là, il tente de remonter là un petit peu. Ouais, ça va aller faire le sprint là entre Baïs et Tarozzi, Marcelluzzi. Mais c'est bel et bien Tarozzi qui passe en tête. Et Mattia Baïs en 2e position. Et Mattia Baïs, en fait, qui contre derrière. Il tente de partir, d'accélérer, de partir un petit peu tout seul. Mais Tarozzi et Vergalito qui suivent. Et derrière, le peloton qui arrive seulement 36 secondes plus tard. Mené comme bien souvent par Heiko Bastians, le coureur de la Soudal Quick Step. Et c'est lui qui prend le petit point qui reste. On ne s'est pas livré dans le peloton. Ça ne valait pas le coup de perdre quelques forces pour un petit point. Désormais, on est à 48 km de l'arrivée. Il y aura le sprint Red Bull dans une vingtaine de kilomètres. Et puis le final, jusque dans la ville de Naples. Et le sprint Red Bull qui ne sera pas finalement pour les échapper parce que les voilà repris à 37 km de l'arrivée finalement. C'était vraiment mission impossible. Ils n'ont jamais compté plus d'1 minute. Ils ont souvent été à 30 secondes. Et finalement, voilà, ça y est, c'est la fin pour Baïs, Marcelluzzi, Tarozzi et Vergalito. C'était mission impossible, mais ils auraient eu au moins le mérite d'essayer de ne pas rester au chaud dans le peloton. Désormais, par contre, on va voir si ce sprint Red Bull va être disputé ou non. Sachant qu'il y a 7 minutes d'avance pour Afonso Lalio. Les 6 secondes là, qui à prendre paraissent un petit peu dérisoires. Le voici, ce sprint Red Bull à 24 km de l'arrivée. 6-4 et 2 secondes à prendre. Mais c'est les coureurs de la Pole Visit Malta qui s'amusent à y aller. Là, c'est clairement pour la prime, avec même le coureur qui porte le maillot de meilleur grimpeur. Diego Sevilla qui le fait. On a Lennart Van Etvelt aussi qui tente d'y aller. On a aussi Ben O'Connor. Mais au final, c'est le coureur de la Bardiani. C'est vraiment disputé, mais c'est le coureur de la Bardiani, Filippo Magli, qui passe en tête et qui va prendre 6 secondes, qui va surtout prendre la prime de quelques milliers d'euros qu'il y a à chercher dans ces sprints Red Bull. Ben O'Connor et Lennart Van Etvelt ont tenté, mais n'ont pas réussi à aller chercher ces 6 secondes. Et par contre, il y a un coureur là, qui a continué son effort. C'est un coureur de la Baran Victorious, Alex Segarts, qui il a suivi ce mouvement. Il est parti en contre. Il est tout seul à l'avant. Il a 3-4 secondes d'avance sur le peloton. Ça paraît bien compliqué de réussir ce coup. Mais voilà, au moins, il a un coup d'avance. La banderole des 5 km de l'arrivée pour le peloton, qui arrive à pleine vitesse. Là, on était à 40 km/h toute la journée. D'un seul coup, on est plus près des 60. Grosse bagarre. Chaque train qui essaye de bien placer son leader. Pour l'instant, c'est l'Unibet Rose Rockets de Dylan Groenewegen qui est la mieux placée. Avec 5 coureurs aux 5 premières places. Mais attention, c'est encore très tôt. Derrière le train de l'Unibet, on a la Lidl Trek de Milan et la Decathlon de Tobias Lund Andresen. Sur le côté droit, la Groupama de Paul Penouet avec la Picnic de Casper Van Hunden. Sous le côté gauche, la Soudal Quick Step de Paul Magnier avec aussi la NSN d'Ethan Verdun et de Corbin Strong. La route pour l'instant est large. Ça va être un sprint particulier parce qu'en plus du fait qu'il soit à 4-5% de moyenne dans le dernier kilomètre, en plus du fait qu'il y ait des pavés, il y a aussi un virage en épingle à 500 mètres de la ligne. Mais véritablement une épingle, 180 degrés. Donc voilà, ça va être le positionnement va être très important. Parce que si on est mal placé dans ce virage, on ne peut pas revenir dans les 500 derniers mètres. Et c'est pour ça que l'Unibet a décidé de prendre les choses en main très très tôt. 4 km de la ligne désormais. On a des coureurs aussi qui sont tout seuls. On voit Ben Turner de l'Ineos, Madis Mikkels de l'IF. Eux, ils sont sans train. Ils essayent de suivre les roues des meilleurs sprinteurs, de se placer tout seuls. On a la Tudor de Luca Mozzato qui remonte d'un coup avec 4 coureurs. Là, c'est un bon moment pour remonter. Pour la Tudor, c'est pas mal fait. Oh, attention, là, il y a des passages, des rétrécissements. Allez, c'est passé, mais ça se touche, ça se frotte. Je parle de vélo, là, de cyclisme. Mais c'est vraiment l'Unibet Rose Rockets qui est toujours aux avant-postes, toujours avec 5 coureurs. Là, Dylan Groenewegen, il est vraiment, pour l'instant, dans un fauteuil. On voit 2 coureurs pour l'Alpecin Première Tech aussi. Très certainement avec Perwright et Plancart, voire Bussato. Erlen Blikra pour l'Uno-X un petit peu plus en retrait dans la route de ce train de l'Alpecin. On a passé la banderole des 3 km. Et c'est encore l'Unibet Rose Rockets qui mène vraiment cette équipe-là de seconde division. N'a pas froid aux yeux. Elle prend vraiment les choses en main. Mais attention à ne pas se faire dépasser là au mauvais moment. Parce que la Soudal Quick Step de Paul Magnier est en train de remonter. Il n'y a plus que 2 équipiers pour Paul Magnier. Avec Van den Bosch et Jasper Stuyven. Milan est dans la roue de Paul Magnier. Même s'il a Max Walshad à ses côtés. 2 km désormais de la ligne.
La bataille est intense parce que voilà, il faut être bien placé pour ce virage final. On voit la décathlon là, de Tobias Lund qui est aussi pas mal. Alors que Łukasz Kubis est en train de mener du côté de l'Unibet. Et Paul Magnier, j'ai l'impression qu'il a plus trop d'équipiers. Là, il a pris la roue de Jonathan Milan. Mais c'est incroyable, incroyable ce que fait l'Unibet avec Łukasz Kubis. Il en peut plus, il se relève, mais il y a encore 2 équipiers pour Groenewegen à 1 km 300 de la ligne. Ah, ça serait beau si ça allait au bout. En tout cas, là, le plan est respecté à la lettre du côté de cette équipe française. Mais voilà, les 2 équipiers qui restent, il faut qu'ils tiennent encore pendant 800 mètres. Parce que comme c'est en montée, en plus, il faut lancer son sprint le plus tard possible. La flamme rouge. Et c'est toujours l'Unibet Rose Rockets qui mène. Et derrière, les autres coureurs n'ont quasiment plus d'équipiers. Milan est tout seul, Paul Magnier est tout seul, Tobias Lund-Endresen est tout seul. On a aussi Ballerini, il me semble, qui est là pour l'Astana, Luca Mozzato. Il n'y a que Dylan Groenewegen qui a des équipiers. C'est quand même fou. Et là, ça y est, on est dans les secteurs pavés. On commence à grimper. Plus qu'un seul équipier pour Dylan Groenewegen. S'il y a encore Jasper Stuyven qui est là pour Paul Magnier, il cherche son leader. Oh, c'est tombé. Oh, ça tombe pour tout le monde. Oh, c'est pas possible. Le virage, ben voilà, le virage en épingle sur les pavés. C'est tombé pour pas mal de coureurs et notamment pour tous les coureurs de l'Unibet Rose Rockets. Ah, c'est terrible. C'est terrible. On savait qu'il était dangereux, ce virage en épingle sur les pavés. Et du coup, là, c'est Davide Ballerini qui était dans le groupe de tête, qui n'est pas tombé et qui est au lutte avec Jasper Stuyven. Ça va peut-être se jouer entre ces deux-là parce que derrière, il y a eu un énorme écart. Paul Magnier, il tente de revenir, mais c'est trop loin. Ballerini, pour l'instant, qui mène toujours. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? La victoire surprise, oui, pour Davide Ballerini. Incroyable dans ce final. Devant le coureur de la Soudal Quick Step, Jasper Stuyven est beaucoup plus loin. Paul Magnier qui vient prendre la 3e place. Ah non, mais cette chute, sur les pavés, c'était glissant et c'est tombé. Mais décidément, on n'aura pas le droit à une étape normale. C'est pas possible. Et là, vraiment, l'Unibet Rose Rockets, c'est terrible. C'est terrible ce qui s'est passé pour eux. Ils menaient, ils avaient tout bien fait. Groenewegen en position parfaite. Et dans ce dernier virage, il y a eu une glissade générale, vraiment. Il y a au moins 10-15 coureurs qui sont tombés. Davide Ballerini et Jasper Stuyven qui prennent l'intérieur. Les 2 coureurs de l'Unibet qui prennent l'extérieur. Et les 2 coureurs de l'Unibet qui tombent. Ils entraînent aussi Milan avec lui. Louis Solar également. Paul Magnier, lui, n'est pas tombé, mais il a dû freiner, zigzaguer entre les coureurs qui étaient étendus par terre. Et par contre, Ballerini et Stuyven qui, eux, ont pris l'intérieur et n'ont pas tombé, d'un seul coup, se sont retrouvés avec 20-30 mètres d'avance sur tout le monde. Et donc, Ballerini, il n'a pas réfléchi, il est allé jusqu'au bout. Il a poursuivi son effort. Il avait Jasper Stuyven dans sa roue. Mais à aucun moment, Jasper Stuyven n'a réussi à le rattraper. Il est resté dans la roue de l'Italien tout du long. La victoire inattendue un petit peu de Ballerini, mais vraiment, quelle malchance pour l'Unibet. Dans ce virage-là, on revoit le ralenti. Et c'est vraiment incroyable. Il y a 5 coureurs qui tombent en même temps. Et c'est pas qu'ils se touchent, c'est vraiment 5 coureurs qui glissent immédiatement en freinant. On a Tobias Lund-Endresen aussi qui tombe. On a un autre coureur d'Astana qui est tombé. Paul Magnier, lui, il a un réflexe assez impressionnant pour ne pas tomber. Il repart en 20e position et va aller doubler Mozzato, par exemple, qui n'était pas tombé. Il va doubler Ben Turner, il va doubler Plowright pour aller chercher la 3e place. Malheureusement, ni lui, ni son équipier Jasper Stuyven, qui était passé entre les gouttes, n'ont réussi à s'imposer. Elle est pour le coureur de l'XDX Astana Team qui va remporter déjà une 2e victoire d'étape sur ce Giro après Guillermo Thomas Silva. C'est Davide Ballerini. C'est aussi la première victoire pour un coureur italien sur ce Giro. Il a participé à 9 grands tours dans sa carrière et il a collectionné les top 10, les top 5, les podiums, même 2e l'an passé sur le Tour de France. Lors de l'étape sur les Champs-Élysées remportée par Wout van Aert. Mais cette fois-ci, ça y est, enfin, il atteint sa victoire sur un grand tour. C'était pas forcément prévu, mais voilà, les circonstances ont fait que c'est lui qui s'y retrouvait en tête alors qu'il était censé plutôt lancer Malucelli. Mais Malucelli, son leader, est tombé. Il était en tête avec Jasper Stuyven qui lui aussi était là parce qu'il était censé lancer Paul Magnier. Et les 2 coureurs se sont affrontés. C'est Ballerini qui a été le plus fort pour garder la tête jusqu'au bout. C'est la 11e victoire de sa carrière, la 3e au niveau World Tour. Il comptait aussi une victoire d'étape sur le Tour de Pologne. Et il avait remporté le Het Nieuwsblad en 2021. Mais là, sans aucun doute, c'est la plus belle victoire de sa carrière, surtout pour un Italien, remporter ce sprint ici à Naples. C'est magnifique, mais bon, les organisateurs là, l'idée de mettre un virage sur des pavés glissants à 500 mètres de la ligne dans une arrivée au sprint,
En plus, il y avait quelques gouttes, donc c'était bouillé. C'était pas forcément l'idée du siècle. Mais bon, ça a profité du coup à Ballerini qui a donc devancé Jasper Stuyven. Et puis 20-30 mètres derrière, Paul Magnier a fait quand même un sprint incroyable. Il a quasiment dû s'arrêter pour éviter la chute. Et il a quand même réussi à repartir et à rattraper tout le monde, de doubler tout le monde pour prendre la 3e place devant Jensen Plowright 4e, Ben Turner 5e, Alex Segart qui avait tenté pendant un court instant de s'échapper à 20 km de l'arrivée, finit finalement 6e, Luca Mozzato 7e. Et les deux coureurs de la Bardiani, Magli et Sanoncello qui font 8 et 9e alors que Casper Van Hunden complète le top 10. Et les malheureux sprinteurs qui sont tombés, eux, finissent évidemment beaucoup plus loin. Jonathan Milan fait 107e. Dylan Groenewegen, que c'est décevant, il termine 158e après le travail de son équipe. Là, ça va être dur à encaisser. D'autant plus qu'il va falloir attendre pas mal d'étapes pour avoir une nouvelle chance au sprint. Tobias Lund Andresen, lui aussi, est tombé. Il fait 160e. Corbin Strong, 161e. Or, Luis Allar et Ivan Garcia Cortina, les deux coureurs de la Movistar, qui sont aussi tombés, font 162 et 163e. Et puis Matteo Malucelli, qui était censé être le sprinter du jour pour l'Astana, lui aussi est tombé. Il termine dernier aujourd'hui, 169e. Mais il se consolera largement avec la victoire de son poisson pilote, Davide Ballerini, dans ce final très inattendu et encore une fois très chaotique. On notera aujourd'hui un coureur qui n'a pas pris le départ, Félix Engelhardt, l'Allemand de la Jayco Alula qui abandonne. Il ne sont donc plus que 169 coureurs en course sur ce Giro. Par contre, bien sûr, du point de vue du classement général, aucun changement. Afonso Eulalio, toujours largement leader devant Igor Arrieta et Christian Scaroni. Paul Magnier accentue son avance malgré tout au classement par points grâce à sa 3e place devant Jonathan Milan. Et puis Davide Ballerini qui jaillit en 3e place de ce classement. Pas de souci pour Diago Pablo Sevilla, lui aussi toujours largement leader du classement de la montagne devant Igor Arrieta et Nelson Oliveira. Eulalio est également le meilleur jeune devant Igor Arrieta et Andrea Raccani. La question, est-ce que Eulalio pourra sauver son avance? Alors, il a quand même 6 minutes 22 d'avance sur Jonas Vingegaard et tous les favoris. Mais demain, c'est une étape monstre. C'est encore tôt pour qualifier d'étape reine, mais c'est quand même très dur. 244 km de long, 4500 mètres de dénivelé positif. Et puis pour finir, l'ascension du Blocos, le premier col de première catégorie de ce Giro, 13 km 600 à 8,4% de moyenne. L'arrivée se fera au sommet. Autrement dit, c'est sûr, c'est clair, demain, ça sera la première explication entre les favoris du général. On devrait enfin voir Jonas Vingegaard sortir de sa boîte. La question, est-ce que Giulio Pellizzari, est-ce que Henrik Mas, est-ce que Ben O'Connor, est-ce que Félix Gall, est-ce que Egan Bernal et Timen Arensman seront capables de suivre le Danois? Et puis on verra le niveau de résistance d'Afonso Eulalio. C'est un bon grimpeur Eulalio quand même, c'est pas non plus n'importe qui. Il pourrait peut-être encore sauver son maillot rose demain, mais ensuite, si ça paraît impossible qu'il puisse résister à Jonas Vingegaard jusqu'à la fin du Giro, un top 5 au classement général final pour Eulalio si jamais il ne craque pas, c'est vraiment envisageable. Donc il aura tout intérêt à s'accrocher le plus possible dans cette étape qui s'annonce une nouvelle fois très très difficile demain. Elle fera 100 km de plus qu'aujourd'hui, mais surtout elle sera beaucoup plus vallonnée. Et on se demande bien quelle sera encore une fois la chute, l'événement improbable qui fera que cette course sera folle. Ça sera la 7e étape de ce Giro. Salut à tous, salut à toutes.